Bonjour, nous recevons aujourd'hui dans le podcast d'Algeria Watch Thomas Deltombe, un auteur que nous lisons attentivement depuis plusieurs années. Il est notamment l'auteur du remarquable L'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France. Il est aussi l'auteur de Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Et il vient de publier depuis quelques mois L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français, sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. Alors, bonjour Monsieur Deltombe, on est très content de vous recevoir chez nous. Bonjour, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par le titre du livre. Mhm. Euh, L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français. Alors, on situe cette séquence à peu près à la fin des années 40, début des années 50, c'est bien ça? Mhm. Et alors, ma question est, comment comptait-il s'y prendre pour sauver cet empire? Quel était son plan? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est un livre sur François Mitterrand, mais pas l'intégralité de la carrière de François Mitterrand. C'est un livre qui se focalise sur la période sans doute la moins connue de la vie politique de François Mitterrand, qui est son passage dans différents ministères, 11 ministères, je crois, sous la Quatrième République. Donc effectivement, de la fin des années 40, 1947, jusqu'au début de la Cinquième République, 58. Donc là, il a une carrière très brillante. Il est jeune, hein, parce qu'il est né en 1916, donc à l'époque, en 46, il a 30 ans seulement. Et pourtant, dès janvier 47, il est déjà ministre. Donc voilà, c'est une période centrale dans sa vie. Centrale parce qu'il est au milieu de sa vie, hein, disons, entre 30 ans et 50 ans, on va dire. C'est vraiment décisif. Central dans son positionnement politique et dans sa vocation finalement à essayer de monter le plus haut possible dans la hiérarchie politique française. Il cache pas ses ambitions d'ailleurs, hein. Il est très jeune, il était déjà très ambitieux, il ne le cache pas du tout. Son objectif à l'époque, c'est de devenir président du Conseil. Vous savez, sous la Quatrième République en France, c'est le principal poste de pouvoir, c'est Matignon, c'est le Premier ministre qu'on Mhm. appelle à l'époque président du Conseil. Et toute sa quête, en fait, est là. Il veut devenir le chef de la politique française, tout simplement. Et bon, ça, on le savait à peu près. Il y a eu quelques travaux sur cette question, notamment d'un historien qui s'appelle Éric Duhamel, qui a beaucoup travaillé sur le parti politique de François Mitterrand à l'époque, qui s'appelait l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, qui était un parti centriste, hein, pas très socialiste en fait, mais centriste. Mhm. Donc, Éric Duhamel a beaucoup étudié les stratégies politiques de François Mitterrand, comment il essayait de monter dans la hiérarchie politique française. Mais ce qu'il a un peu délaissé, c'est quasiment le seul spécialiste de cette période, il est mort maintenant malheureusement, Éric Duhamel, mais il a un peu délaissé, même s'il en a parlé, l'aspect proprement africain de ce parcours politique sous la Quatrième République. Et donc moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de travailler, puisqu'en réalité, mon cœur de spécialité, disons depuis plusieurs années, c'est justement de travailler sur disons, ce que j'appelle les processus de décolonisation, recolonisation. J'aime Mhm. bien Mhm. coller les deux mots parce que justement, dans les différents travaux que j'ai faits, que ce soit le livre Cameroun dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi un autre livre qui s'appelle L'Empire qui ne veut pas mourir, et puis celui-là, l'Afrique d'abord, j'essaie de montrer comment, derrière ce qu'on appelle décolonisation, derrière ce qu'en France on appelle décolonisation, il y a une sorte de trompe-l'œil qui a aussi un processus de recolonisation. Et ce que j'ai un peu découvert au cours de mes recherches, c'est que François Mitterrand avait été un des principaux théoriciens de ce processus de trompe-l'œil et un des principaux praticiens de ce processus de décolonisation, recolonisation, qui cache en fait un processus que vous connaissez, qu'on connaît, qui est le néocolonialisme. Donc en fait, je fais une réponse longue, mais juste pour introduire la discussion, c'est qu'en réalité, c'est un livre sur Mitterrand, sur une période de la vie politique de Mitterrand. Mais en fait, ce que j'essaie de soulever derrière cette étude de cas, c'est un phénomène beaucoup plus important que le seul cas de François Mitterrand, évidemment. C'est la mystification française, en particulier de la gauche, mais pas seulement, autour de la décolonisation. Je crois que la décolonisation, ce terme décolonisation, il fait plaisir à tout le monde.
Il fait plaisir aux Français. Regardez, on a décolonisé, voilà, on s'est adapté, on a libéré d'une certaine façon les peuples opprimés, les peuples africains, etc. Et puis ça peut faire aussi plaisir aux anciens colonisés qui se disent, bah nous, on s'est libérés. Sauf que derrière tout ça, eh ben, il y a un autre processus qui est une forme de recolonisation ou de néocolonialisme, qui fait qu'en réalité, derrière la décolonisation, derrière les indépendances, il y a eu le maintien d'une forme de tutelle, plus ou moins forte selon les pays, de l'ancien colonisateur, en l'occurrence la France, sur ses anciens territoires coloniaux. Et donc en fait, c'est ça que j'étudie. Et j'étudie dans ce livre, que j'étudiais déjà dans les précédents, c'est en réalité le continuum colonial. Et François Mitterrand a été au cœur de cette affaire dans les années 50. Voilà, donc c'est d'où le titre et le sous-titre pour répondre à votre question. L'Afrique d'abord, en réalité, c'est pas une expression, c'est pas mon expression, c'est une expression qui est utilisée par Mitterrand lui-même. Donc je l'utilise comme titre, mais c'est François Mitterrand, on pourra développer ça, qui dans un livre aux frontières de l'Union française publié en 1953 et même en fait dans un article de 1952 dit le cœur de notre politique en tant que Français, c'est de maintenir, de mettre l'Afrique d'abord, l'Afrique au centre de nos préoccupations. Et le sous-titre, un peu plus explicite, le sous-titre de mon bouquin, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français, c'est pour montrer que François Mitterrand, contrairement à ce qu'il a prétendu par la suite, n'était pas du tout un décolonisateur, mais au contraire, un recolonisateur ou un néocolonisateur. Voilà, pour expliquer le titre. Le contexte et le titre. Ouais, ouais. Et donc, c'était quoi ces propositions? C'était quoi ces idées pour justement sauver cet empire? Alors, en fait, bon, François Mitterrand, évidemment, c'est un personnage singulier, c'est une personnalité, hein, mais c'est aussi, bon, évidemment, comme tout le monde, le produit de son époque. Hein. On est tous le produit un peu de notre époque. La question, en fait, quand on travaille sur un personnage, c'est de savoir qu'est-ce qui dans les prises de position ou dans les comportements d'un individu, ce qui est le reflet de son époque, et puis qu'est-ce qui est le reflet de son propre positionnement ou de sa propre stratégie singulière et personnelle. Donc évidemment, toujours compliqué là, ça pose des questions d'interprétation historique, historiographique, historique. Bah oui, souvent on dit oui, mais vous comprenez, moi je sais qu'on me rétorque souvent, vous comprenez, vous êtes très critique de François Mitterrand, mais à l'époque tout le monde était comme lui. Et puis d'autres qui disent, mais oui, quand même, c'était quand même quelqu'un de très singulier, qui a réussi à tirer son épingle du jeu, à être au-dessus de la mêlée, etc., etc. Donc voilà, toute cette question, quand on s'intéresse à un personnage, c'est de savoir dans quelle mesure il est le miroir de son époque, disons, ou un acteur ayant sa propre agentivité, comme on dit aujourd'hui. Bon. Alors en l'occurrence, il est de son époque dans la mesure où il est colonialiste au fond de lui-même. Et presque on pourrait ne pas lui en vouloir. Enfin, il n'y a pas de raison. Il a été socialisé, éduqué comme un homme déjà blanc, français, de l'entre-deux-guerres. Bon, donc il est socialisé dans le colonialisme. On ne peut pas demander à un enfant de 10 ans, quelqu'un qui a 10 ans en 1926, d'être un anticolonialiste chevronné. Bon, il a été éduqué comme il a été éduqué. Et puis, il connaît finalement assez mal les questions coloniales, jusque justement au début de la Quatrième République. Donc, il reproduit les schémas assez classiques du colonialisme français, la mission civilisatrice, l'idée que la France doit apporter les lumières au monde, etc., que les Blancs sont supérieurs aux autres, enfin, tous les classiques et les stéréotypes habituels du colonialisme. Mais la question qui se pose, comme un certain nombre de personnes de sa génération, notamment des élites politiques, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale, il voit bien que un des combats essentiels de la Seconde Guerre mondiale, c'était de lutter contre un régime raciste qui hiérarchisait justement, qui hiérarchisait les races entre guillemets, au point d'exterminer certaines d'entre elles. Première chose. Et deuxième chose, que cette deuxième guerre mondiale a été marquée par des soulèvements nationalistes dans plusieurs territoires colonisés, au point que ce soit au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient ou ailleurs, certains territoires colonisés ont arraché leur indépendance. L'Inde, l'Indonésie, dès le milieu des années 40, mais aussi du côté français, la Syrie et le Liban. Et donc, la préoccupation de ces gens-là, des gens comme François Mitterrand, c'est comment faire pour maintenir l'Empire euh, tout en évoluant. Comment faire évoluer l'Empire de sorte qu'il ne meure pas, qu'il n'explose pas,
Voilà. Donc il faut bien déconnecter à mon avis pour comprendre la stratégie et l'idéologie de François Mitterrand. Le fond, garder l'empire, hein, c'est le sous-titre du bouquin, sauver l'empire français. Mm. Mais comment faire? Changer les méthodes. Et ça, il le dit dès 1945. J'ai retrouvé dans un journal, donc 1945, il a même pas 30 ans. Et sur l'affaire syrienne, vous savez qu'en 1945, il y a des soulèvements nationalistes en Syrie. Les militaires français écrasent cette résistance et que ça crée tout un débat en France sur la politique que la France doit mener au Proche et au Moyen-Orient. Et Mitterrand est clairement sur une position réactionnaire, enfin colonialiste. Quoi. Il dit qu'il faut absolument garder la mainmise sur le Moyen-Orient, sur la Syrie, sur le Liban, mais il concède qu'effectivement, il faut peut-être changer un peu les moyens, les méthodes pour le faire. Donc, en fait, très tôt, la première fois qu'il s'exprime finalement publiquement sur ces questions, il définit déjà la ligne. Garder l'Empire, mais changer les méthodes. Et finalement, ça va être sa stratégie pendant toutes les années 40 et 50, mais même, à mon avis, jusqu'à la fin de sa vie. Il va toujours être dans cette logique justement de trompe-l'œil que j'évoquais tout à l'heure, Mm. de faire comme si on changeait les choses pour finalement ne rien changer. Mm. Donc la philosophie générale, c'est celle-là. Réformer pour mieux conserver. Donc moi, dans l'introduction du livre, je dis ça, qu'il est dans une logique de concession, conservation. On concède des choses secondaires, on fait semblant d'être des libéraux, pour en réalité mener une politique conservatrice, voire réactionnaire. Mm. Mm. Voilà. Et Donc, ça, c'est vraiment le fil rouge, en fait, de sa politique, et donc le fil rouge du bouquin qui décrit justement sa politique. euh, alors, on va essayer de décrypter avec vous la célèbre phrase de Mitterrand, justement, l'Algérie, c'est la France. Alors, il la prononce en Algérie, je crois, au moment où la guerre d'indépendance est déclenchée ou est sur le point d'être déclenchée. Donc, nous sommes en 54. Et dans votre livre, vous mettez en contraste cette déclaration qui date de 54 Mhm. et les écrits d'André Mondouze Mhm. qui remontent à 47, les écrits de Mhm. Mondouze à 47 dans la revue Esprit et qui concluaient justement que l'Algérie n'est pas la France. Alors, nous sommes à environ 8 ans d'écart entre les écrits de Mondouze et la déclaration de François Mitterrand. Euh, Comment expliquer ce contraste, ce décalage? Est-ce de l'aveuglement? Est-ce que... Alors, là, vous soulevez plein de choses, et je vois que vous avez lu en détail le livre, donc ça fait plaisir. En fait, donc l'Algérie, c'est la France, c'est disons, quand on pense à Mitterrand sous la quatrième République, nécessairement cette phrase vient à l'esprit. C'est peut-être le seul. S'il y a une chose qu'on a retenue de sa carrière, c'est cette phrase l'Algérie, c'est la France. À l'époque, donc on est en. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Le contexte, c'est qu'il est ministre de l'Intérieur du gouvernement Mendès France depuis juin 1954, et le ministère de l'Intérieur à l'époque, comme vous savez très bien, est responsable et gère les questions algériennes. Donc c'est lui qui est en première ligne quand survient l'insurrection algérienne, la révolution algérienne, dans la nuit du 31 octobre au 1er janvier 1954. Alors la petite chose sur cette phrase spécifique, ce qui m'a intéressé, une chose que j'ai découvert, je sais plus très bien comment, peut-être même par hasard, c'est en lisant la presse de l'époque, je me suis rendu compte que cette phrase, en réalité, très célèbre, n'avait pas été prononcée que après l'insurrection, mais également avant. C'est-à-dire que Mitterrand a fait plusieurs déplacements en Algérie à cette période, septembre-octobre 1954, et dans le journal L'Information, j'ouvre le livre à la page, dans le journal L'Information daté du 26 octobre 1954, 26 octobre, il y a un article sur la visite de Mitterrand en Algérie, et l'article se termine par, je cite, une phrase de François Mitterrand, je cite, ouvrez les guillemets, nous n'avons pas à défendre ici la présence de la France parce que pour nous, l'Algérie, c'est la France. Donc c'est intéressant parce que cette phrase-là, en réalité, elle date d'avant l'insurrection. C'est un détail, mais c'est un détail intéressant parce que ça prouve qu'il est déjà, que l'insurrection n'a pas changé sa conception de la position de la France en Algérie. Alors, ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est que
François Mitterrand, dans les années précédentes, en fait, il a théorisé, il a fait toute une théorie finalement de ce qu'on appelle à l'époque l'Union française, donc l'Empire français. Il a fait toute une théorie parce qu'il a constaté que les différents territoires coloniaux avaient des statuts juridiques différents. Vous savez, il y avait les colonies africaines, genre AOF, AEF, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française. Il y a des territoires sous tutelle de l'ONU, comme le Togo ou le Cameroun. Il y a des protectorats, comme la Tunisie ou le Maroc. Et puis, il y a des départements, comme l'Algérie, déjà les 3 départements algériens, et puis d'autres types de départements, comme la Réunion, etc. Et donc, Mitterrand, très tôt, il a dit, mais il utilise cette expression, il dit, c'est un vrac. L'Union française est un vrac, il va falloir un peu harmoniser tout ça. Donc, son idée, c'est d'harmoniser, je vais très vite, mais sur le modèle tunisien. Donc le protectorat tunisien, il dit finalement, toutes ces théories à partir de 52-53, c'est cette idée que le protectorat, c'est le bon modèle finalement. Ça permet justement de donner un certain nombre de libertés aux élites locales, tout en maintenant l'essentiel. Donc il dit, bon, bah, finalement, les élites tunisiennes vont gérer les questions des postiers, les salaires des enseignants, toutes les questions intérieures, ce qu'on appelle l'autonomie interne. Puis la France, elle va rester la puissance tutrice, elle va regarder ça de haut, puis elle va tirer les ficelles, et puis elle va continuer à gérer les questions importantes, questions monétaires, questions de défense, les questions de sécurité, tout ce qui lui importe à elle. Puis elle va finalement sous-traiter aux élites locales les choses un peu secondaires qui concernent un peu les ex-indigènes, comme on les appelle. Bon, ça c'est des affaires indigènes, ça ne nous concerne pas directement. Par contre, les affaires stratégiques, ça nous concerne directement, parce que nous, on est une grande puissance. Donc je vais très vite, mais ce qui est intéressant, c'est que pour lui, l'Algérie, pour le coup, il ne considère pas l'Algérie comme un territoire véritablement colonial. Il considère l'Algérie comme un territoire, comme l'extension de la métropole en Afrique. C'est pour ça qu'il dit l'Algérie, c'est la France. Parce que pour lui, c'est la France comme la Creuse ou la Moselle, ou c'est la France, quoi. Tout en sachant très bien que c'est faux. Il sait très bien que c'est faux, puisque si c'était comme la France, il n'y aurait pas un parlement fantoche en Algérie, il n'y aurait pas toute une série d'institutions, il n'y aurait pas la discrimination raciale. Donc il sait très bien que c'est faux, et en même temps il fait semblant que c'est vrai. Et ce qui est intéressant avec cette citation, qui date donc du 26, enfin qui a été publiée le 26 octobre 1954, nous n'avons pas à défendre ici la présence de la France, parce que pour nous l'Algérie c'est la France. Ça prouve bien qu'à la fois il dit quelque chose, mais qu'en réalité c'est que c'est faux. Parce que, comme disait je ne sais plus qui, on dirait pas, on dirait pas la Creuse, c'est la France. C'est tellement évident qu'on n'aurait pas besoin de le dire. Si on le dit, c'est que justement il y a un doute. Bon, donc c'est ça qui est intéressant à décortiquer, je trouve, dans cette phrase. Et par ailleurs, cette phrase a été utilisée souvent par les défenseurs de Mitterrand pour dire, vous voyez, pour lui, c'était une phrase généreuse. Il voulait dire qu'il fallait que la France partage, il fallait qu'il y ait l'égalité entre Algériens et Pieds Noirs en Algérie, etc. Parce que justement, c'est la France, le royaume de l'égalité, etc., etc. Alors qu'en réalité, comment ça s'est matérialisé? Son slogan, ça s'est matérialisé par une répression féroce des insurgés algériens. Donc, la réalité, c'est que comme ministre de l'Intérieur du gouvernement Mendes France, puis comme ministre de la Justice du gouvernement Guy Mollet, il a participé activement, et même en première ligne, à la répression féroce du mouvement de libération algérien. Et aux condamnations et aux exécutions, à la guillotine. Exactement. Alors ça, j'explique tout ça aussi. C'est-à-dire que ce que je raconte, c'est qu'il y a quand même plusieurs phases. Il y a quelque chose je fais une petite parenthèse, mais il y a quelque chose qui m'a surpris en réalité, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, je m'attendais à ce que finalement tout l'épisode algérien de Mitterrand soit déjà balisé. C'est-à-dire que dans mon esprit, en accumulant les archives, je m'étais rendu compte que ces positions sur l'Afrique subsaharienne, comme on dit, ou sur les protectorats Tunisie, Maroc, ou sur Madagascar, étaient assez mal connus. Donc là, j'avais plein de choses nouvelles à raconter. Quasiment personne n'avait raconté ça véritablement. Personne n'était allé voir dans les archives. Personne n'avait décortiqué véritablement ce qu'ils disaient, quels étaient ces textes à l'époque. Mais pour l'Algérie, il me semblait que c'était connu. L'Algérie, c'est la France. Il y avait eu le bouquin de Stora et Mali en 2010. Je me suis dit, eux, ils ont déjà fait le boulot, en fait. Et en réalité, en confrontant les archives que j'avais que j'avais récoltées et le livre de Stora, je me suis rendu compte qu'ils étaient passés à côté de beaucoup de choses, que Stora était passé à côté de beaucoup de choses, et notamment cette conception du néocolonialisme.
Parce que un des trucs qui m'a le plus intéressé, je vais vous dire dans le livre, c'est justement ce qui se passe avant l'insurrection du 1er novembre. Et c'est notamment, ça vous connaissez ça mieux que moi peut-être, c'est les débats qu'il y a au cours de l'année 53-54 au sein du MTLD. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, le MTLD, évidemment, est divisé en deux, hein, entre les messalistes et les centralistes. Mm. Et en réalité, un des débats qu'ils ont entre eux, c'est celui de l'attitude à adopter face à ce qu'en France, on considère à l'époque comme des colonialistes libéraux. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, comme vous le savez très bien, Mm. en France, il y a les vieux colonialistes, les colons à la Pur et papa, dur. pur et dur à la papa, quoi, qui disent, bon, en gros, qui considèrent toujours les colonisés comme des animaux ou comme des sous-hommes, bon, vraiment à Mm. l'ancienne. Et puis, la variété colonialiste un peu plus évoluée, un peu plus raffinée, n'est-ce pas? Un peu plus moderne, dont Mitterrand se veut le chef de file, en fait. Il dit, mais non, les colons, ils sont terribles. Sous-entendu, c'est à cause d'eux qu'on va perdre l'Empire. On a Mm. justement intérêt à moderniser, à s'entendre avec les élites algériennes, tunisiennes, ivoiriennes, etc., pour justement moderniser l'Empire pour pouvoir le faire perdurer. Et donc évidemment, pour les courants nationalistes, pour les courants indépendantistes, où qu'ils soient, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Algérie ou ailleurs, ça pose un souci. Ça pose une question stratégique, disons. Est-ce qu'il faut qu'on s'entende avec eux, avec ces modernisateurs, les Mendès France, les Mitterrand, les Gaston Defferre? Est-ce qu'il faut qu'on travaille avec eux, avec les Jacques Chevalier, qui concerne Exactement, le le maire maire d'Alger. d'Alger, voilà, Mm. et qui est également secrétaire d'État du gouvernement Mendès France, donc, et qui lui est typiquement dans cette politique réformiste de la main tendue. Vous connaissez cette phrase célèbre qu'il écrit en 1950 en disant, je paraphrase, je préfère avoir un domestique qui m'aime bien plutôt qu'un esclave révolté. Hein. Bon. Donc il est vraiment dans cette logique-là. Et donc pour les mouvements nationalistes, ça pose un souci. Est-ce qu'on rentre dans une logique réformiste avec ces réformateurs, ou est-ce qu'on reste sur une logique radicale et révolutionnaire contre ces réformateurs? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la presse nationaliste algérienne, que ce soit du côté des messalistes ou des anti-messalistes, que ce soit le journal L'Algérie libre ou Nation algérienne, il y a tout un débat en fait là-dessus. Et il se trouve que dans les semaines qui précèdent l'insurrection du 1er novembre 1954, François Mitterrand est au cœur de ce débat. Notamment dans la Nation algérienne, les gens disent, en fait, Mitterrand, il est en train, pour parler vulgairement, de nous la faire à l'envers. Il fait semblant d'être réformiste, il fait des petites réformes, il fait semblant de nous tendre la main, mais en fait, il veut nous anesthésier le mouvement. Il veut finalement que une partie des contestataires algériens se mettent à devenir des collabos, hein, des collaborateurs du régime colonial. Euh, voilà. Et ils appellent ça, dès 1954, et ça c'est une découverte du livre, le néocolonialisme. Ça, Mm. je suis assez fier de ce truc-là parce qu'en réalité, euh, si vous allez sur Wikipédia, sur Internet, n'importe où, et que vous tapez néocolonialisme, on vous dit que c'est Jean-Paul Sartre qui a inventé ce mot néocolonialisme en 1956. Or, c'est pas vrai. En réalité, ce mot-là, il a été inventé par le MTLD en décembre 53 et il est discuté pendant toute l'année 1954, donc très tôt, en fait, avant les indépendances, qu'elles soient avant les indépendances, y compris du Ghana, y compris de la Guinée, y compris de l'Algérie, etc. Donc, ils ont compris, en fait, extrêmement tôt, qu'il y avait que les réformistes coloniaux étaient en train d'utiliser de nouvelles stratégies. Et c'est, j'ai envie presque de vous lire ce qui est dit, c'est-à-dire c'est d'une lucidité extraordinaire, si vous Oui, me permettez, mais oui, dans oui. l'Algérie libre, ils disent, je cite, le néocolonialisme, qui ne trompe pas le peuple algérien dans son ensemble, n'en constitue pas moins un sérieux danger. La carte maîtresse qu'il dissimule, on voit bien là l'idée de trompe-l'œil, la carte maîtresse qu'il dissimule est celle d'une tentative de division des forces nationales. Il multiplie les appels du pied à certains Algériens qu'il comble d'étiquettes telles que réalistes, compréhensifs, et leur propose de construire ensemble une maison Algérie qui conserverait les fondations et les murs du colonialisme traditionnel, mais dont on retaperait la façade d'une mince couche de chaux. Donc, vous voyez, ils sont, dès le départ, ils ont parfaitement compris l'entourloupe
que les soi-disant modernisateurs, les Mendès, les Mitterrand et autres, sont en train de leur jouer. Et ça continue comme ça. Il y a toute une série d'articles que j'ai eu du mal à retrouver. Il a fallu que j'aille à la BNF. Ils sont même pas en papier, donc il a fallu aller lire les microfilms qui sont très mal imprimés, etc., pour voir qu'en réalité, il y avait toute une série d'articles qui racontaient comment Mitterrand, finalement, le réformisme de Mitterrand était en train d'agiter le mouvement nationaliste, au point que, et excusez-moi, je suis long, mais ça me paraît vraiment très intéressant, au point que, au lendemain de l'insurrection du 1er novembre 1954, le journal Le Monde, que tout le monde connaît, s'interroge sur les raisons de cette insurrection. Donc, il publie un article dans lequel il s'interroge. Pour quelles raisons, tout à coup, aujourd'hui, hier en l'occurrence, une soixantaine d'attentats ont été perpétrés, coordonnés. Comment ça se fait? Comment ça s'explique? Et une des explications est celle-ci, est que peut-être, et je cite, peut-être est-ce, je cite, une réponse à ce néocolonialisme dénoncé en la personne de messieurs François Mitterrand et Jacques Chevalier, aussi bien par l'Algérie libre messaliste que par la nation algérienne anti-messaliste, comme une entreprise destinée, sous couvert de réalisation économique et sociale, à ruiner, à asphyxier les aspirations des nationalistes algériens. Et ça me paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire que Le Monde émet l'hypothèse que l'insurrection algérienne est évidemment le fruit de décennies de frustration, de revendications non écoutées, etc., mais aussi, dans la circonstance, le résultat immédiat de la politique, la nouvelle politique menée par la France, qui est une politique néocolonialiste, le terme apparaît dans Le Monde à ce moment-là, et qu'en réalité, il y a, il y a une course de vitesse qui a été engagée par le gouvernement Mendès France. C'est ça ce qui ressort en réalité. Et d'ailleurs, ça ressort même des déclarations de Mitterrand lui-même après l'insurrection. Quand il se rend en Algérie après l'insurrection, il explique qu'il y a eu une course de vitesse. Il dit, il y a une partie des Algériens qu'il appelle des terroristes, des séparatistes et plein de noms d'oiseaux comme ça. Il dit, ces gens-là ont essayé de nous gagner de vitesse. Ils essaient d'avoir plus que de raisonnable. Et nous, il faut que nous réformions assez vite pour pouvoir assécher ces revendications-là. Et il le dit clairement. Et ça, moi, ça m'a quand même assez fasciné. Et ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que toute cette mécanique-là n'est pas du tout expliquée par Benjamin Stora et François Mali dans leur bouquin. Ils n'ont pas vu ça, en fait. Ils parlent pas une seule fois de néocolonialisme. Ils continuent à être dans l'idée que Mitterrand, il a été très répressif, mais en même temps, c'est un peu des excès parce qu'au fond, c'était quand même un gars plutôt sympathique, un décolonisateur, etc. Donc, sous couvert de dénoncer les violences auxquelles a participé Mitterrand, finalement, il valide une partie du mythe mitterrandien, du Mitterrand décolonisateur, réformiste, humaniste, etc. Ce qu'il n'était pas du tout, à mon avis. Et là, vous soulignez, vous révélez un point majeur. C'est vraiment c'est très important. C'est incroyable le discours même de l'époque des révolutionnaires algériens que vous Moi, avez cité. ce qui me fascine, en fait, c'est une remarque que je m'étais déjà faite quand j'avais travaillé sur la guerre d'indépendance, la guerre du Cameroun, hein, donc toute la guerre qui a accompagné l'accès à la fausse indépendance, finalement, du Cameroun dans les années 50-60, c'est la lucidité des contemporains. Je l'avais constaté avec un personnage comme Ruben Nyobé, par exemple, au Cameroun. Quand on lit ses textes aujourd'hui et qu'on connaît le contexte de l'époque, on se dit, mais voilà un type qui était quand même réfugié dans la brousse, comme on dit. Il avait des feuilles de papier, un stylo. Et pourtant, il arrivait à comprendre exactement ce qui était en train de se passer. Lui-même, il a parfaitement déjoué les entourloupes du même genre qui lui ont été tendus, les pièges qui lui ont été tendus. En 1957, donc sensiblement à la même période, en fait, de la même façon, le gouvernement français, les autorités françaises ont essayé de le retourner contre son camp. Et lui, il a parfaitement déjoué tout ça. Il a parfaitement déjoué ce qui était en train de se passer. Et ben, dans la presse nationaliste algérienne, qu'elle soit messaliste ou pas, on voit la même lucidité en fait. C'est ça qui est incroyable. Non seulement d'un côté, on voit une extrême lucidité des acteurs indépendantistes, nationalistes, qui sont camerounais, algériens ou autres, et de l'autre côté, on voit du côté des Mitterrand, des Français et autres, une, une, un cynisme extrême. C'est-à-dire que assez souvent,
dans les bouquins que j'ai faits, des historiens un peu professionnels, un peu sages, je vais dire, un peu gentils, avec le pouvoir, disent oui, Monsieur Delton, vous avez l'air de dire quand même que les actes, vous ne prenez pas assez en compte justement le contexte de l'époque, que les gens sont un peu les réceptacles de leur époque, etc., qui se laissent un peu balader par leur époque. Moi, je crois moins que un peu évidemment, comme je le disais au départ, on est tous le produit de notre époque, mais en même temps, il y a des gens, il y a un certain nombre de protagonistes qui est extrêmement lucides et qui justement ne se laissaient pas balader par leur époque et par l'ambiance du moment et qui essayaient véritablement d'avoir prise sur leur époque. Je crois que c'est le cas de quelqu'un comme Mitterrand, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui comprenait exactement qui comprenait très très bien ce qui se passait et qui élaborait des stratégies très précises pour essayer justement d'amener la politique française à ses fins, maintenir l'empire, quitte à le réformer. Mais de l'autre côté, en face de lui, il y avait aussi des gens qui déjouaient très bien ce jeu, qui voyaient dans le jeu adverse, ils se laissaient pas avoir en fait. Simplement, il y avait un rapport de force. Donc le rapport de force était que la puissance coloniale, évidemment, avait une puissance de feu supérieure, c'est la fameuse phrase de Hamdan, je crois, ou de d'autres qui disent, oui, de Mehdi, exactement, qui disait, si vous nous donnez vos avions, on n'aura plus besoin de poser des bombes. Bon, ben, c'est tout à fait vrai. Et ben, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est face à des gens qui sont aussi intelligents que l'un de l'autre, si on veut dire, aussi lucides l'un que l'autre, sauf qu'il y en a un qui a des armes et l'autre qui en a pas. Et donc, évidemment, chacun est obligé de définir sa stratégie en fonction de ce qu'il a en main. Les cartes qui. Et donc ça, moi, je trouve ça très, très passionnant. C'est pas juste les gens sont le produit de leur époque, vous comprenez, une espèce de discours relativiste en disant oui, bon, bah c'est comme ça pouvait pas être autrement. Ah si, il y a des gens qui essayaient justement. Et ça peut être une leçon pour nous aussi. Hein, Absolument. Non, 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 c'est une période fascinante, hein, quand on approfondit la lecture, les analyses, c'est vraiment fascinant. Et on comprend effectivement beaucoup de choses. Alors, on va continuer. Dans la série de réformes que Mitterrand propose en 55, il y a un mot qui revient souvent. C'est un fil rouge, qui est celui d'intégration. Un mot qui finalement n'a jamais quitté le vocabulaire politique français, puisqu'il a été utilisé inlassablement par la suite pour justement les immigrés, les enfants d'anciens indigènes. Alors, on aperçoit comme si, à travers ce mot une continuité de l'esprit colonial. C'est-à-dire, on intègre les colonisés et ensuite on intègre leurs descendants qui sont en France. Donc, il y a ouais. toujours ce mot qui revient. Mais ça, c'est effectivement aussi quelque chose qui m'a énormément intéressé dans le travail, c'est que euh, en réalité, les deux mots que les protagonistes discutent à cette époque, c'est le mot assimilation d'un côté et le mot association de l'autre. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que pour Mitterrand, à partir de 52, le modèle, c'est la Tunisie. Donc, c'est le modèle du protectorat, c'est-à-dire celui de l'association. On va associer une partie du peuple tunisien, ou une partie des colonisés, en l'occurrence les élites pro-françaises, on Mhm. va les associer à la gestion de l'Empire. C'est-à-dire qu'on va partager un tout petit peu de notre pouvoir avec avec une petite fraction des colonisés. Comme ça, ils vont devenir les sous-traitants de notre politique. Voilà. Ça, c'est une des définitions du néocolonialisme, c'est la sous-traitance aux autochtones eux-mêmes, entre guillemets, de leur propre oppression. Bon. Donc ça, c'est l'association. C'est ce modèle-là que vante Mitterrand pour quasiment l'ensemble de l'Empire, de l'Union française, sauf l'Algérie, où il est, lui, sur un modèle qui était le modèle classique des coloniaux, qui est celui de l'assimilation. Ce qui est un grand mythe qui peut à la fois allier la gauche qui se revendique de la révolution de 1789 avec la mission civilisatrice, les Lumières, etc. Tout le monde, la France va assimiler et va amener avec elle
l'ensemble des peuples du monde, mais qui peut aussi plaire à des gens tout à fait réactionnaires qui disent oui, on va les assimiler, mais de force. Et puis de toute façon, comme ça n'arrivera jamais, ce sera un processus, ce sera un horizon qui nous permettra de maintenir notre domination sur les peuples colonisés éternellement. Mitterrand, il est dans cette logique-là, au départ pour tout l'Empire français, puis uniquement pour l'Algérie. Et quand éclate la révolution algérienne, en 54, il comprend que ce modèle assimilationniste n'est pas possible. Donc, il se rallie à cette idée un peu intermédiaire qui est celle de l'intégration. Ni association, ni assimilation. Un truc un peu intermédiaire qui permette finalement de maintenir l'Algérie française tout en faisant semblant d'y avoir une politique massivement réformiste à l'égard de ce qu'on appelle les Français musulmans à l'époque, etc., etc. Et donc, effectivement, il défend cette idée d'intégration. Et j'ai retrouvé un texte aussi que personne avant n'avait cité, y compris les Stora et Mali, ça aussi, ça m'a surpris. Dans le Courrier de la Nièvre, François Mitterrand, vous savez, était député de la Nièvre, et il était responsable d'un journal local qui s'appelle Courrier de la Nièvre, qui a une mine d'or en fait d'informations et qui bizarrement a été assez peu compulsée par les historiens. Et moi, j'y suis allé à nouveau à la Bibliothèque nationale de France, la bien nommée François Mitterrand, et j'ai épluché le Courrier de la Nièvre. Et là-dedans, on trouve plein de choses très intéressantes parce que c'est là qu'il teste. Il fait un peu des crash tests de ses idées. Il fait un peu comme c'est un petit journal qui n'est lu que localement, il teste ses idées. Il fait des premières moutures en fait de ses idées. Puis après, il voit s'il a bien réussi à expliquer. Ça lui permet. C'est un peu comme un brouillon, quoi. Et on trouve là-dedans plein de choses en fait. Notamment un texte publié le 25 juin 1955, donc je rouvre le livre, qui s'appelle Pour que l'Algérie soit et reste la France. Hein. Donc vous voyez, on reste toujours sur cette thématique, c'est pas l'Algérie c'est la France, mais il faut qu'elle reste la France, n'est-ce pas? Et à cette époque, il n'est plus ministre, il est à nouveau député, il est plus ministre de l'Intérieur, il n'est pas encore ministre de la Justice. Donc il est dans une phase intermédiaire, vous savez, voilà, sous la 4e République, on change de gouvernement comme de chemise. Et lui, à cette époque-là, il n'est pas ministre. Alors, il fait cet éditorial dans le Courrier de la Nièvre, et c'est une ode à Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, qui est à l'époque le grand patron de l'Algérie, hein, qui a été nommé justement par le gouvernement Mendès France quelques semaines plus tôt, et qui est le chantre justement de cette politique d'intégration. Et il explique, hein, alors là je reproduis carrément tout l'éditorial dans le livre, où il dit, en gros, Jacques Soustelle, ça va être le sauveur, c'est le sauveur de l'Algérie française. Quand on sait a posteriori ce que va devenir Soustelle et ce que va devenir Mitterrand, c'est amusant, parce que Soustelle va être un des grandes icônes de l'OS, et Mitterrand ensuite va être le président socialiste. Donc, et là, en fait, il y a un texte de Mitterrand qui raconte que Jacques Soustelle, il n'y a pas mieux quoi sur terre pour sauver l'Algérie française, bien sûr. Et là-dedans, il critique tous ceux, il critique y compris Jean Daniel, qui aurait des positions trop libérales, etc., etc. Donc voilà, et il dit, voilà, notre politique, c'est la politique d'intégration. Sauf que, assez rapidement, cette politique d'intégration, elle va être dépassée par la guerre d'Algérie, et lui-même va se rendre compte que ça tient pas debout et qu'il va falloir réformer davantage que ça. On va pas se payer de mots, et que l'intégration, ça va. Donc, il n'est pas du tout pour l'indépendance de l'Algérie, il est absolument contre, mais il comprend bien qu'il va plutôt falloir quand même s'orienter vers une politique d'association, telle que celle qu'il imaginait déjà pour la Tunisie, plutôt qu'en rester à cette espèce d'entre-deux entre l'assimilation et l'association. Mais effectivement, comme vous le soulignez, ce mot d'intégration, paradoxalement, va ressusciter dans les années 80 en France métropolitaine, au moment où les élites françaises vont s'interroger sur le devenir des personnes qu'on appelle issues de l'immigration, avec plein de guillemets, et en l'occurrence, en ligne de mire, les Algériens ou les descendants d'Algériens. Comment ces gens-là pourraient-ils bien rester en France et éternellement et devenir des Français? Et donc, il y a vraiment cette question qui revient à cette époque. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à front renversé, mais en même temps dans une forme de cohérence. Les Mitterrandiens, les socialistes vantent les vertus de l'intégration, pendant que les nostalgiques de l'Algérie française, du Front National, nostalgiques de l'OS, etc., disent mais non, c'est impossible l'intégration. Alors que précisément, à la fin des années 50,
c'était l'inverse. On avait des gens comme Mitterrand qui disaient mais non, vous comprenez, ça va pas être possible quand même l'intégration. Il faut être sur un modèle plus libéral que ça, laisser plus de liberté aux Algériens pour justement toujours sauver l'empire. Et dans un contexte post-indépendance, on est à front renversé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a des discours. Bon, je suis pas un spécialiste de la politique coloniale de Le Pen, mais il y a des discours de Le Pen qui était lui-même député à l'époque, qui vante l'intégration, etc., comme Mitterrand à l'époque, et qui, dans les années 80, est absolument contre l'intégration. On dit que c'est pas possible. Vous comprenez, on peut pas mélanger l'huile et le vinaigre, etc., etc. Voilà. Donc Inintégrable. voilà, c'est ça. Inintégrable. C'est exactement ça. Et là où ça rejoint un peu des préoccupations que j'ai eues. Vous citiez tout à l'heure le livre L'Islam imaginaire, travailler sur l'islamophobie médiatique. En fait, c'est un livre que j'avais fait il y a 20 ans maintenant, Ouais, sur le 2005, sur la façon dont la télévision française en particulier, les médias en général, les médias français avaient fabriqué un islam repoussoir pour plein d'autres raisons, pour plein de raisons dans lequel je vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, la question de l'islam a été et reste centrale dans cette thématique dite de l'intégration. ouais, C'est-à-dire vraiment, c'est un peu l'ultime obstacle prétendument ouais, à l'intégration. ouais. Alors, on continue, c'est très intéressant. On continue, toujours avec des archives. Alors, vous déterrez un article datant de 1951 du journaliste Claude Bourdet Oui. qui s'intitule Y a-t-il une Gestapo en Algérie? Alors, ensuite, après le déclenchement de la guerre de libération, vous rapportez que la torture est évoquée dans la presse française avec, entre autres, Claude Bourdet, toujours le même, qui revient à la charge, mais aussi François Mauriac. Donc, alors, euh, comment dire? Cette évocation dans votre livre contraste violemment avec le traitement médiatique français actuel sur la question de la colonisation en général et de la guerre d'Algérie en particulier. Il y a eu l'épisode d'Apathy, de Jean-Michel Hum. Apathy, qui est le plus, mais ce n'est pas le seul. Donc, moi, c'est comment pouvez-vous nous éclairer sur cette régression très troublante où, dans les années 50, euh, les choses étaient évoquées, bien sûr, par certains journalistes, par certains intellectuels, mais ce n'était pas général, mais qu'aujourd'hui, cette parole, disons, objective, entre guillemets, ou critique de la colonisation, a absolument plus droit de citer dans les médias français. Elle est bannie ou combattue ou ce que vous voulez, quoi. Alors, sur la question de la torture, bon, pour le coup, là, c'est pas des choses inédites puisque c'était connu. Mhm. Encore une fois, assez peu connu, puisque je fais tout un encadré, comme on appelle, sur la question de Mitterrand et la torture dans les années 54, 55, etc. Parce que évidemment, ce qu'on n'a pas tout à fait dit, je fais une petite parenthèse, c'est que toute cette histoire que je raconte dans le livre, il a bien évidemment essayé de l'invisibiliser et de la cacher par la suite. C'est-à-dire qu'il a fait tout un travail dans les années 60 de maquillage de son passé, Mitterrand. Il a dit non, non, moi j'ai toujours été du côté de l'émancipation des peuples. Dans les années 70, il se fait même passer pour un grand tiers-mondiste, un émancipateur des peuples colonisés à travers le monde, etc., etc. Donc il efface tout ce qu'il peut, il efface tout ce qu'il peut de sa propre politique et de ses propres positionnements dans les années 50. Qu'il s'agisse de la torture ou plus encore des exécutions capitales quand il était ministre de la Justice. Alors sur la torture, effectivement, il a eu une position plus qu'ambiguë, c'est-à-dire qu'il était quand même ministre de l'Intérieur, chef d'une police dont une partie était en Algérie, qui torturait de façon au vu et au su de tout le monde. Tout le monde le savait. Je cite justement plusieurs éléments. À la fois, effectivement, les articles de Bourdet dès le début des années 50, dans lequel il explique que la torture est pratiquée de façon systémique en Algérie. Également, dans le journal que je mentionnais tout à l'heure, La Nation algérienne, où
les nationalistes algériens expliquent ça. Ils font même, j'ai même retrouvé un article où ils ironisent. Ils disent, c'est marrant, dans l'affaire des fuites, je passe sur les détails, dans l'affaire des fuites, dans laquelle Mitterrand est accusé de plein de choses, le principal coupable, on ne comprend pas s'il a vraiment avoué ou pas. Confiez-le nous. En fait, c'est un article satirique des nationalistes algériens qui se font passer Mhm. pour des policiers, qui écrit comme s'ils étaient des policiers français en Algérie. Ils disent, mais cher monsieur, confiez-nous le suspect, vous allez voir, nous avons toutes les techniques pour faire parler. Il suffira que vous nous disiez dans quel sens vous voulez qu'il avoue. Et ça, c'est avant hein, l'insurrection. Donc, tout le monde sait, et alors, plus intéressant encore, c'est le champ de Mitterrand, Mitterrand lui-même parle de la torture à mots couverts en 1953, donc encore une fois, avant l'insurrection du 1er novembre, Mhm. à propos de la Tunisie. Il dit, oui, en Tunisie, on sait très bien qu'on arrive à faire parler les prisonniers, à faire couler de leur bouche comme du miel. Et donc, il utilise une paraphrase pour expliquer qu'il sait très bien que les prisonniers, les Tunisiens sont victimes de torture. Donc tout ça pour dire que Mitterrand est parfaitement conscient, c'est ça son cynisme en fait, c'est qu'il est parfaitement conscient des pratiques et qu'il fait toujours semblant de les combattre. Mais il les combat jamais vraiment. C'est-à-dire que quand il est ministre de l'Intérieur et que il sait qu'il y a la torture, il ne fait rien jusqu'au moment où la presse se met à en parler. Et là, il dit, ah oui, attention, il faut quand même agir, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nomme une commission. Et il se passe la même chose quand il est ministre de la Justice en 56-57. Le débat sur la torture disparaît progressivement pendant un moment des gazettes, des journaux, donc on n'en parle plus. Puis quand ça revient, alors ça y est, il se donne le beau rôle, mais oui, moi j'ai fait plein de lettres en interne, tout à coup il se met à écrire plein de lettres à ses collègues du gouvernement pour montrer que non, non, j'ai toujours été contre la torture. Sauf qu'il n'a jamais été contre, en réalité, il n'a jamais rien fait contre. Et pire encore, dans le cynisme, une fois qu'il n'est plus au gouvernement à partir du printemps 57, il se met à dénoncer la torture mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Pendant quand lui, il était au pouvoir, rien du tout contre la torture. Bon. Donc ça, c'est sur la question de la torture. Sur la question générale des débats avec apathie, etc., que dire? En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est très généralement comment la société française ne refuse de regarder la colonisation comme un crime contre l'humanité. C'est, à mon avis, le nœud du problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est actuellement, nous, en France, là, un président de la République, Emmanuel Macron, qui est allé en Algérie en 2017 pendant sa première campagne électorale et qui a dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Nous, qui travaillons sur ces sujets depuis des années, on s'est dit, ah, là, il y a un changement. C'est la première fois qu'on entend un candidat à la présidence de la République qui a des chances d'être élu en plus, qui prononce de pareils mots. Donc, très fort. Bon. Donc effectivement, on se dit bon, mais en fait, on s'aperçoit que c'était que des gesticulations électoralistes et que derrière il y avait aucune conviction. Et toute la politique qu'il a menée, au début, on a pu penser qu'il voulait faire bouger les lignes, et puis maintenant, il s'est complètement réaligné sur les courants les plus conservateurs et réactionnaires, au point que maintenant, il gouverne main dans la main avec l'extrême droite. Bon, et qu'il est finalement, et que lui-même ou ses ministres sont complètement alignés sur des positions colonialistes. Bon. Mais le problème, c'est que derrière Macron, c'est toute la société française qui est baignée là-dedans, qui est baignée dans cette idée que, effectivement, que la colonisation, finalement, pour résumer les choses, à mon avis, je pense que la société française globalement pense que la colonisation était une chose plutôt bien, mais qu'il y a eu des excès un peu néfastes. C'est ça la logique générale. C'est-à-dire, quand même, la colonisation, ça a été, comme disait Fillon, le partage des cultures. C'est un peu normal à l'époque que les Français, qui avaient plein de choses à partager, s'étendent un peu dans des territoires, etc. Vous comprenez, les Africains à l'époque, ils étaient très retardés, donc c'était quand même assez logique que les Français viennent leur apporter un petit peu la civilisation. Tout ça, ça reste, c'est pas forcément dit aussi explicitement, mais ça reste la culture générale, l'ambiance générale donc, quand un gars comme Apathy, qui pour une raison que j'ignore, se passionne depuis quelques années pour les questions algériennes, uniquement algériennes, attention, hein, il va pas au-delà du Sahara par contre, et dit finalement il y a quand même dans notre histoire nationale des crimes absolument incroyables qu'on a du mal à qualifier, qu'on a du mal à comprendre. Bon, eh ben, il dit des banalités, mais sauf qu'il arrive dans un milieu, notamment médiatique, mais en fait social en général, qui n'a jamais entendu ça, en fait. Puisque la colonisation est toujours décrite soit implicitement comme chose de positif,
soit dans un récit bourré d'euphémismes. Donc, quand quelqu'un dit, mais en fait, ce qu'ont fait les nazis en France, c'est assez similaire à ce que les Français ont fait ailleurs, ça paraît fou, quoi. Ça paraît fou à la plupart des Français, alors que ça paraît tout à fait banal, j'imagine, pour des Algériens, des Camerounais, des Ivoiriens qui savent très bien ce qui s'est passé. Moi, pour avoir beaucoup travaillé sur le Cameroun, c'est intéressant. Mongo Betty, qui est un grand écrivain camerounais, parle des oradours sur glane. Il l'utilise, il dit, pendant la guerre qui a eu lieu dans les années 50 dans mon pays, il y a eu des centaines d'oradours sur glane. Donc c'est pas du tout une nouveauté pour les Camerounais. On compare les exactions nazies aux exactions colonialistes françaises. C'est pas du tout. Plein de gens l'ont dit, mais ça tombe là dans un déni absolument extraordinaire, dans une méconnaissance totale de l'histoire, et par ailleurs dans des logiques d'instrumentalisation politicienne, que ce soit celle de Macron ou de l'horrible Retailleau ou de tous les autres, qui sont spectaculaires. Mais même du côté de la gauche, on a des grosses problématiques. Récemment, Jean-Luc Mélenchon a fait des tweets sur des prises d'opposition sur les réseaux sociaux où il explique qu'il est quand même bien dommage que le Niger, le Mali quittent l'organisation de la francophonie. Il dit, j'ai du chagrin à cause des politiques de Macron, les pays d'Afrique subsaharienne sont en train de quitter l'organisation de la francophonie. Bah, il a pu avoir du chagrin, mais le problème, c'est que l'organisation de la francophonie, c'est une organisation coloniale. C'est une organisation néocoloniale. Dans l'Empire qui ne veut pas mourir, donc un gros livre sur la France-Afrique et tout ça, il y a un article qui a été fait par un historien et philosophe sénégalais qui s'appelle Radim Diaye, qui raconte l'histoire de la francophonie et qui explique à quel point ça a toujours été depuis le 19e siècle conçu par les colonistes français comme un instrument de soft power, comme on dit aujourd'hui, de domination culturelle et idéologique et psychologique. Alors, Monsieur Mélenchon, il a du chagrin. Moi, j'ai rien contre Monsieur Mélenchon, mais ça prouve quand même que, y compris dans la gauche qui se veut subversive, la gauche de rupture, il y a quand même une psyché coloniale qui reste quand même assez profondément ancrée. Et alors, il y a des effets de génération, mais il y a aussi, encore une fois, des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez constaté, mais des gens comme moi ou comme Fabrice Rissé-Pouty ou Alain Ruscio ou autres, ou François Gèze, feu François Gèze, auquel on rend hommage, mais ils n'étaient pas beaucoup interviewés sur France 2 ou TF1, contrairement à des Stora, des Benjamin Stora ou comment il s'appelle, Pascal Blanchard et des gens effroyables comme ça. Ils sont en fait des historiens de compagnie qui travaillent pour le pouvoir et pour des entreprises privées, et qui sont dans des tambouilles mémorielles effroyables et malsaines, à mon avis. Donc, c'est ça aussi, c'est que nous, avec nos petits livres, et nos petits moyens, on essaie de se battre pour faire avancer les choses, mais en face de nous, c'est vrai qu'il y a une machine de propagande réactionnaire hyper puissante et ça ne va pas en s'arrangeant. Avec les médias Bolloré en particulier, mais pas uniquement, c'est vrai qu'on a en face de nous quand même des machineries et des puissances financières qu'on est incapable de subvertir. Donc là, c'est vrai que c'est préoccupant. Parce qu'en fait, ce que ça dit, l'histoire apathie, c'est même pas tant que les Français sont globalement assez ignorants de ces questions-là, c'est même pas tant que les journalistes sont extrêmement mauvais, c'est que ce qui est dit, des évidences historiques aussi palpables, puissent tombent dans un contexte médiatico-politique. Enfin, ce que ça révèle, c'est justement l'effroyable situation dans laquelle la France est au niveau politico-médiatique. C'est-à-dire que logiquement, si Apathy avait dit ça dans un écosystème politique et médiatique à peu près correct, les gens auraient dit ah oui, mais je suis un peu choqué par ce que vous dites, Jean-Michel, mais je vais me renseigner, c'est vrai que c'est intéressant quand même et tout. Mais non, là c'est pas ça, c'est comment vous osez dire ça, vous êtes viré. Bon, ok. Ouais, ouais. Et c'est ça que ça révèle, parce que les Français soient ignorants, ben, c'est un peu normal. Moi, j'ai dû énormément travailler en fait pour comprendre ce que j'essaie d'expliquer là. C'est-à-dire moi aussi, j'ai été éduqué, j'ai été socialisé, j'étais le produit de mon époque moi aussi et tout. Et petit à petit, on essaie de déjouer tous ces pièges-là de propagande, de soft power, de tout ce qu'on veut. Ça demande du temps, des efforts, etc. Donc, c'est assez logique que la société française soit ignorante et Mhm. en revanche, que les médias, que les élites françaises entretiennent cette ignorance et se questionnent pas
C'est là qu'Apathy est étonnant. C'est-à-dire que lui, il appartient complètement au monde des élites politiques, médiatiques, tout ce qu'il y a de plus banal et mainstream. Mais tout d'un coup, individuellement, il s'est dit, tiens, il faudrait quand même que je réfléchisse à cette question. Et du coup, il se retrouve en porte-à-faux avec son propre milieu. Tout à fait, tout Et à fait. c'est là que ça crée une sorte de feu d'artifice assez amusant, enfin assez tragique en réalité, mais assez amusant pour nous à regarder. On va essayer une dernière question sur, Mitterrand et sa relation avec l'Algérie indépendante. Bon, tout le monde, enfin, il a fait un voyage officiel dans les années 80. Il y avait dans la délégation son beau-frère, l'acteur pied noir Roger Hanin. Mhm. C'est un épisode connu, etc. Mais comme vous le savez, en 92, il y a eu le coup d'État des généraux contre le processus Mhm. démocratique, etc. Et même là, il a eu une position ambiguë. Si un ami m'avait dit que vous lui avez trouvé une formule, le prince de l'équivoque ou le prince de Ouais. quelque chose comme ça. Ça lui va bien, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Et donc, il disait qu'il fallait renouer les fils d'une vie démocratique. Il avait fait ça, une déclaration, mais en coulisses, selon des journalistes, notamment les auteurs du livre La France-Algérie, Mhm. en Rivoire et Et Agoun, Younis Agoun. Agoun, c'est ça, voilà. Ils ont quand même enquêté que dans les coulisses, Mitterrand s'assurait que le coup d'État soit maintenu et que il avait soutenu en quelque sorte ce coup d'État. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes, Alors vous moi, êtes le livre traite familier? pas de cette question-là et je suis pas du tout familier de ça. Je pense que vous en savez beaucoup plus que moi, mais Ouais. clairement, le prince de l'équivoque ou le prince du cynisme, Mm. c'est clair que c'est. En fait, dans tous les domaines, il a maintenu cette ligne extrêmement cynique et même. Moi, le livre donc traite de la période qui Mm. est pas connue en fait de Mitterrand, Mhm. c'est-à-dire celle des années 40-50, la quatrième République, mais même dans les choses qui sont connues sous son double septennat dans les années 80 et 90, il a eu une politique extrêmement bizarre à l'égard de l'Algérie ou de l'histoire de l'Algérie. L'amnistie des anciens officiers de l'OS, dès qu'il arrive, c'est incroyable. Une de ses premières mesures quand il arrive en 81, je sais plus si c'est 81 ou 82, mais je crois dès 81, c'est de faire amnistier les anciens officiers français qui étaient partis dans l'OS et qui avaient voulu faire un coup d'État. Quand même. Il amnistie ces gens. Et comme à gauche, évidemment, ça pose des questions. Tout le monde se dit, mais c'est pas possible, on va pas voter ça. Il utilise pour la première fois le 49.3. Donc, c'est-à-dire, l'exécutif passe en force pour faire passer cette loi d'amnistie. C'est incroyable quand on y pense. Donc on voit bien dès le départ que dès son premier septennat, alors qu'il a été élu sur un programme qu'aujourd'hui on considérait comme très à gauche, tiers-mondiste, etc., bah, sa première mesure, c'est une mesure ultra-coloniale en fait. Euh, Mongo Betty, dont je parlais tout à l'heure, parlait de national tiers-mondisme, avec un petit clin d'œil national-socialisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oui, vraiment, oui. comment c'est une vraie fausse gauche, quoi, qui est en fait totalement nationaliste, etc. Et puis après, ça s'est prouvé par la suite que ce soit pour l'Algérie, là je ne me prononce pas, je pense que vous en savez beaucoup plus que moi, mais y compris par rapport vous parlez de la France-Algérie, mais de la France-Afrique, ça a été pareil. Parce qu'au même moment où il fait ses déclarations sur l'Algérie très ambiguës, etc., il fait les mêmes en Afrique subsaharienne, avec le discours de la Baule, qui a été toujours interprété par les médias bien gentils et par les partisans de Mitterrand comme un discours d'ouverture démocratique, il faut absolument qu'il y ait une ouverture démocratique dans toute l'Afrique, etc., etc. Mais en fait, de la même façon, il faisait passer en sous-main à tous les dictateurs pro-français le message qu'ils pouvaient continuer à torturer leurs opposants et à massacrer qui voulaient tant que les intérêts de la France étaient défendus dans tous ces pays. Donc, à mon avis, en fait, je pense que François Mitterrand, qui était un nationaliste depuis sa naissance, il était même carrément d'extrême droite pendant sa jeunesse, il est toujours resté nationaliste en fait.
Il n'a jamais été autre chose que nationaliste. Pour lui, les deux choses qui ont été les plus importantes, à part peut-être les femmes, les plus importantes dans sa vie politique, ça a été la France et son destin personnel. Et en fait, je pense que rien que ces deux coordonnées-là, défendre les intérêts de la France et défendre ses intérêts personnels, ça a été la ligne directrice de toute sa vie. Et ça se voit tout le temps, en fait. On s'aperçoit dans toutes ses déclarations. Et il le dit très franchement, d'ailleurs, dans les années 40. Et il y a une citation aussi que j'ai trouvée qui était jamais citée, je sais pas si je pourrais vous la retrouver là, mais qui, à mon avis, dit un peu, et qui dit exactement ça. Voilà, j'ai retrouvé cette citation. Cette citation, à mon avis, elle résume tout. Je le cite. Donc, c'est dans le journal Climat en septembre 1953. Il dit, je cite, je suis un nationaliste convaincu et impénitent. Je ne suis pas seulement partisan de la présence française en Afrique, mais de l'expansion française. Et il dit notamment en Afrique du Nord, en Algérie, etc. L'expansion française. Et on est en 53, en pleine décolonisation. A posteriori, on va appeler ça décolonisation. Et le monsieur dit, je suis pour l'expansion de la France-Afrique. Nous manquons de débouchés en Europe. Nous en avons peu en Asie. Notre vie dépend de notre sort en Afrique. Et quand il dit en Afrique, c'est toute l'Afrique. Hein, c'est l'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Ça. Donc voilà, sa ligne directrice, elle est là en fait. C'est que lui, il est pour la défense nationaliste de la France partout dans le monde. Il le dit dans les années 50 et il le prouve à la fin de sa vie, notamment au Rwanda. Au Rwanda, il est capable de défendre et de soutenir un régime génocidaire, pas faire pire, le Hutu Power d'avril 94, mais qui soutenait déjà depuis des années et des années, alors qu'il y a un génocide en cours. Et pourquoi? Parce qu'il pense qu'en défendant ces génocidaires, il va pouvoir repousser le FPR de Kagame, soutenu par les anglo-saxons. Donc, il est dans cette logique quasi complotiste, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je souligne dans le livre aussi, c'est qu'il est toujours dans cette idée que les malheurs de la France dans le monde sont liés à des ennemis cachés, tapis derrière les revendications des peuples opprimés. À chaque fois qu'il y a une révolte quelque part, soit à Madagascar, en Algérie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, systématiquement, il interprète ça comme le signe de l'action masquée des anglo-saxons en particulier. Parce qu'ils considèrent, vous comprenez, que les colonisés, ils peuvent pas agir tout seuls, ils peuvent pas penser tout seuls. Alors forcément, ils sont manipulés par les grands ennemis de la France. Donc en fait, lui, il raisonne en termes de grande puissance. Il y a les Américains, les Soviétiques, les ceci, les cela, et les Français. Et que dès qu'il y a quelque chose qui menace la France, c'est qu'en réalité, une autre grande puissance est en train d'essayer de saper le pouvoir de la France. Il est dans une logique véritablement complotiste, en fait. Donc on pourrait qualifier aujourd'hui de complotiste. Et ça, je crois qu'on le retrouve comme ligne directrice de tout son destin politique. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Ça a Mais c'est été moi. très, très intéressant. Je suis C'est très vraiment... bavard, mais bon, voilà. Non, non, pas du tout, Excusez-moi. pas du tout. C'est très, très bien. C'est très intéressant. Et j'espère qu'on refera d'autres entretiens sur d'autres sujets, bien sûr.